c'est notre devoir, mesdames et messieurs téléspectateurs d'Antenne A, bonsoir et bienvenue dans cette grande session d'information dont voici les sommaires. Le président de la République a décrété le lundi soir l'état de siège. Ces derniers entrent en vigueur le 6 mai 2021. Les habitants des villages Ema et Lendou dans la province de l'Ituri, longtemps en conflit, peuvent désormais vivre ensemble comme un seul homme. Les initiatives de cohabitation ont été rendues possibles grâce à l'implication des locaux. Ce journal va partir de la présidence de la République. Dans une brève allocution diffusée à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété l'état de siège. Il a expliqué les raisons fondamentales et la motivation de sa décision. Suivez ici un extrait. Prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et l'ordonnance présidentielle a été lue par Kassongo Mwema Yamba Yamba. Il est porte-parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose un extrait. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er. Pendant l'état de siège et en application des dispositions de l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, les gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu sont composés respectivement d'un gouverneur militaire et d'un vice-gouverneur policier. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de ces provinces sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du président de la République sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu. Les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales des dites provinces, telles que définies à l'article 198 de la Constitution, sont suspendus
et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales visées à l'alinéa précédent. Toutefois, les membres des gouvernements provinciaux et assemblées provinciales suspendues continuent à jouir de leurs avantages sociaux. Article 2. Les autorités des provinces appliquent les lois et règlements de la République pour faire face à la situation et assurent le bien-être collectif aux populations de leur province. Dans l'exercice de leurs fonctions, le gouverneur relève du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. Les autorités provinciales disposent de l'administration publique de la province, de la police nationale congolaise et de tous les services nationaux en province. Le cabinet du gouverneur de province est composé de 5 collaborateurs nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par arrêté du gouverneur de province. Article 3. Les fonctions du gouverneur, du vice-gouverneur et des autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées prennent fin à l'expiration du délai prévu pour l'état de siège, sauf en cas de prorogation conformément à la Constitution. Toutefois, il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur et vice-gouverneur militaire par ordonnance du président de la République avant la fin de l'état de siège en cas de nécessité. Article 4. Dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles, éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent, instituer par décision des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé, interdire le séjour dans toute ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public, interpeller toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l'ordre public et la déférer devant les juridictions militaires compétentes, prendre toute décision qu'elles jugent utile dans l'accomplissement de leur mission. Article 5. Pendant toute la durée de l'état de siège, le gouverneur militaire a la conduite des opérations. En outre, il a les pleins pouvoirs de gestion, de police et de maintien de l'ordre dans la province désignée. Il décide sur toutes les questions, sauf celles qui relèvent de la compétence des autorités nationales. Article 6. Pour toute la durée de l'état de siège, la compétence pénale des juridictions civiles est dévolue aux juridictions militaires. Article 7. La présente ordonnance sera soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 145 de la Constitution. Article 8. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 3 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbwizia.
La population du territoire de Djougou est déterminée à vivre ensemble dans les villages Ema et Lendou. Les initiatives de cohabitation ont été prises par les locaux. Preuve à l'appui, ces différentes tribus se retrouvent dans des marchés, voire dans d'autres lieux publics, comme nous fait dire notre correspondant sur place, Tony Zolameso. Ils viennent de villages lointains, de part et d'autre des communautés Ema et Lendou. Ils se fixent rendez-vous ici au marché de Niapala, chefferie de Baema Badjere, juste aux abords de la route nationale numéro V7. Malgré les difficultés de la guerre, il y a fréquentation entre les villages Ema et Lendou de Niapala et Pitso, ici au marché de Niapala. Tout comme aussi à Djouda, dans les Walendu Piti, à la limite avec les Baema Nord. Kokote ya Baema Nord hapa na Walendu Piti iko kumala dejo tuko salama iko aiko kitu nyeba tuko ongea pembeni aiko kwetu tuko bie tibote tuko salama kabisa hata kupoi tuko enda hata ko shamba tuko naenda pembeni shida pana. Également à Drodro où ils viennent par milliers de différentes entités Ema tout comme Lendou pour prier Dieu. Il y en a qui sont venus des villages environnants. Nous connaissons tous ces villages. Il y a Largue, il y a Wada, il y a Diapi, il y a donc tous ces différents villages que nous avons tout autour de nous. Ils viennent et en parcourant les peuples qui se trouvent là maintenant, vous pouvez remarquer ces présences qui viennent de partout. Hier, village ravagé, aujourd'hui les deux communautés, Ema et Lendou, ont décidé désormais de parler un même langage, celui de la paix. Ces fréquentations conviviales sont rendues possibles non seulement grâce aux efforts fournis par les chefs coutumiers des différentes entités Ema et Lendou. Témoignage. Cohabitation kwa sasa iko très parfaite kati ya secteur ya Walendu Tatsi na Waema Nord. Na pia Baema Banywaki, population yote banatembea mzuri sana. Na meme chose hapa tuko Masumbuku na iko na 1 km na large, population banaishi pamoja, soko naingia jana mingi nyuma mvua, watu wanaishi na njia nafungulana. Mais aussi par des leaders de jeunes qui hier avaient pris des armes et se décident maintenant de prêcher la paix. La paix, oui, c'est le souci de tout le monde actuellement en Djougou, sauf pour des sadiques qui tirent profit de l'insécurité ou encore qui organisent des crimes pour des règlements des comptes privés. On va parler de la signature du protocole d'accord entre Equity BCDC, Fondation Groupe Equity et le Fonds national de promotion et des services sociaux FNPSS pour la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières nécessaires au redressement socio-économique des populations de la RDC. Laquelle cérémonie de signature a eu lieu ce lundi 3 mai 2021 au ministère des Affaires sociales où on retrouve Africa Mujinga et Selim Bayabou. Une grande première, la signature du protocole d'accord entre Equity BCDC, fondation du groupe Equity et le Fonds national de promotion et des services sociaux FNPSS pour la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières nécessaires au redressement socio-économique des populations de la République démocratique du Congo. Ceci dans le but d'élaborer un cadre national de développement en appui à la vision du gouvernement à travers les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le ministère des Affaires sociales, des Actions humanitaires et Solidarité nationale est ravi de travailler avec Equity BCDC et la Fondation Equity Group pour le progrès social en République démocratique du Congo, en cet espoir d'espoir pour notre peuple qui mérite l'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité et aux services financiers qui lui permettent d'améliorer son bien-être. L'occasion pour le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, d'expliquer la vision du groupe Equity, champion de la prospérité socio-économique des populations africaines. Nous avons signé ce partenariat parce que le groupe et sa fondation veulent avoir un impact sur les vécus quotidiens de nos populations congolaises. Le groupe envisage intervenir en République démocratique du Congo dans les domaines sociaux.
Nous avons deux moteurs comme un avion, le moteur économique et le moteur social. Aujourd'hui, c'est une première parce qu'on vient de signer le protocole d'accord pour la promotion du bien-être de la population congolaise. Notre vision, c'est d'être le champion de la prospérité socio-économique des populations africaines. Motif de satisfaction pour les Fonds national de promotion et des services sociaux. Merci beaucoup Equity BCDC et la Fondation Equity Group parce qu'ils ont pris les choses, la corne au bon moment et au bon endroit. Parce que nous avons bénéficié du leadership engagé de son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale. Et il est déterminé à ce que dans les 100 jours, nous puissions déjà réaliser les premières actions à impact durable et visible pour la population. Ces partenariats gagnant-gagnant voudraient stimuler l'économie, promouvoir le développement et le bien-être des populations. On va parler de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, cérémonie célébrée depuis hier 3 mai. À cette occasion, la présidente de l'UNPC Équateur, Esther Kongé, a lancé un message d'un côté au pouvoir public et de l'autre aux professionnels des médias. Correspondance José Maza, au Soukouma. Célébration ce lundi 3 mai à travers le monde de la Journée internationale de la liberté de presse. À Mbandaka, aucune cérémonie n'a eu lieu. Contactée, la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC province de l'Équateur, Madame Esther Kongé, a lancé un message en deux directions. La présidente de l'INPC Équateur demande à tous les professionnels de la plume de travailler dans le respect strict de l'éthique et déontologie du journaliste. Elle a également demandé au pouvoir public, autorités établies, de laisser les journalistes travailler librement et de lui faciliter l'accès à la source d'information. Car, a-t-elle conclu, le chevalier de la plume a les droits et devoirs d'informer en toutes circonstances la communauté sur ce qui se passe autour d'elle. Restons toujours en Mbandaka pour parler cette fois-ci de la cérémonie des prestations des serments d'Hippocrate ce samedi 1er mai en Mbandaka où beaucoup de médecins ont juré devant Dieu et la nation de servir la population avec abnégation. Une fois de plus, José Maza, au Soukouma. La grande salle de réunion Bébé Yongo du bâtiment administratif de la ville de Mbandaka a servi de cadre de la cérémonie officielle de prestation de serment par 47 nouveaux médecins qui ont fait leur entrée dans la grande famille de la communauté médicale du Congo. Ces 47 impétrants sont désormais inscrits dans le tableau de l'ordre de médecins à travers ce serment d'Hippocrate et qui a eu lieu devant le ministre provincial de la Santé, Dr Bruno Efoloko Souké. Selon le président ad intérim de l'ordre, Dr Pascal Boteko, cette cérémonie se faisait auparavant devant Apollon, médecin, Ascléopios, Hygeia et Panakeia, prenant à témoin tous les dieux et déesses de l'époque. De nos jours, elle se fait devant le maître, la communauté tout entière et devant un seul Dieu. Le président AI, Dr Pascal Boteko, nous fait les condensés de cet événement. En ce jour où nos 40 impétrants vont faire leur glorieuse entrée dans la grande famille de la communauté médicale de l'Équateur, à travers la prestation des serments d'Hippocrate, qui est le père et l'ancien de la médecine, nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car sans lui, cette cérémonie n'aurait lieu. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais cet adage est loin d'être une réalité au quartier Onel. Nous sommes dans la commune de Kasavubu. Il y a de cela 2 jours que la population est privée de cette denrée que fournit la Régie des eaux. Reportage avec notre consoeur Patricia Ndongo. Depuis plus de 2 jours, certains quartiers de la capitale, dont ceux de la commune de Kasavubu, sont privés d'eau de la Régie des eaux. C'est le cas du quartier Onel. Pour ce faire, la population recourt aux eaux de forage ou de puits, une eau qui n'est pas potable et qui la met en danger. Ça fait plus de 2 jours que l'eau ne coule pas à Kasavubu.
Nous sommes vraiment en difficulté, si bien que nous sommes obligés d'épuiser l'eau de forage ou de puits. L'eau, c'est la vie est un adage qui est loin d'être une réalité dans ce quartier, d'où l'implication des autorités qui doivent agir avec promptitude afin de sauver des vies. Place à présent à l'actualité africaine en bref et en images avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Génocide rwandais de 1994, le parquet de Paris a demandé de conclure par un non-lieu l'enquête sur l'attitude de l'armée française lors des massacres de Bicécéro. L'armée française est poursuivie pour complicité de génocide pour avoir, selon les plaignants, abandonné pendant 3 jours les civils tutsis réfugiés dans les collines de Bicécéro, dans l'ouest du Rwanda. En RDC, les autorités ont officiellement déclaré ce lundi la fin de la 12e épidémie d'Ebola, près de 3 mois après sa résurgence dans le Nord Kivu. Un total de 12 cas ont été enregistrés, dont 6 décès. Au Tchad, le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la mort du président Déby Itno a nommé hier dimanche un gouvernement de transition. Un gouvernement de 40 ministres et secrétaires d'État marqué par l'entrée de certains opposants. Au Nigeria, des djihadistes présumés ont attaqué samedi soir et dimanche matin 2 bases de l'armée à Ijiri et Ran, dans le nord-est. 8 personnes y ont perdu la vie, dont un officier et 7 civils. Je vous convie à suivre les condensés de l'actualité en dehors de nos frontières. Retrouvailles pour les chefs de la diplomatie des 7 grandes puissances économiques mondiales. Après 2 ans de pause suite à la pandémie, les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent pour 2 jours à Londres. Les contentieux géopolitiques ne manquent pas. Chine, Birmanie, Syrie, Iran seront entre autres au menu des discussions. L'hôte de ce sommet, le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab, a notamment évoqué devant la presse le dossier chinois. Il y a des domaines dans lesquels nous devons être très clairs, qu'il s'agisse de protéger les intérêts économiques ou de défendre le système international fondé sur des règles, comme celle de la Convention de l'ONU sur la navigation maritime ou les droits de l'homme. La Chine doit être à la hauteur de ses responsabilités en tant que membre important de la communauté internationale. Outre le Royaume-Uni, sont présents dans le club l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon. Des représentants de l'Union européenne se joindront aussi aux échanges, le tout bien sûr sous strictes précautions sanitaires. Ils seront restés mariés 27 ans et ont déjà travaillé pendant 20 ans l'un avec l'autre. Le milliardaire Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda ont annoncé leur divorce. Ils continueront toutefois à travailler ensemble au sein de leur fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies. C'est sur leur compte Twitter respectifs qu'ils ont annoncé leur changement de vie lundi. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage, ont-ils écrit. Parents de 3 enfants, les Gates n'ont rien dit des raisons qui les poussaient à se séparer. Ils ont prié le public de donner à leur famille l'espace et l'intimité nécessaires pour pouvoir commencer à s'adapter à leur nouvelle vie. À 65 ans, le cofondateur de Microsoft est le 4e homme le plus riche du monde selon le dernier classement de Forbes, avec une fortune évaluée à 124 milliards de dollars. Il se place derrière 2 autres Américains, Jeff Bezos et Elon Musk, et le Français Bernard Arnault. S'il a fait fortune grâce à Microsoft, Bill Gates a démissionné du poste de président en 2014 et de son conseil d'administration l'an dernier. Il se consacre aujourd'hui essentiellement à la philanthropie. Nous allons clôturer avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polydor Ngaziami. L'état de siège, proclamé lundi 30 avril 2021 par le chef de l'État pour une durée de 30 jours, tient la tête de l'actualité. Dans sa parution de ce mardi, l'agence congolaise de presse revient sur le contenu de l'ordonnance y relative lue à la télévision nationale par le porte-parole de la présidence de la République. Selon cette ordonnance, écrit l'ACP, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu et celles des entités territoriales décentralisées des dites provinces seront remplacées par les officiers des forces armées de la RDC et ou de la police nationale congolaise désignés à cet effet. L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Pendant cette période, rassure-t-elle, les droits et principes fondamentaux seront respectés.
Au cours de cette même période, renseigne de son côté Forum des As, dont le titre met en exergue la présence des militaires à la tête des deux provinces. Les privilèges et immunités ne sont pas d'application pendant l'état de siège décrété le 30 avril dernier et formalisé par l'ordonnance présidentielle lue hier lundi à la RTNC. Forum des As précise par ailleurs que le régime d'exception prend effet en Ituri et au Nord Kivu à dater du 6 mai courant. Le journal s'étend aussi sur les raisons ayant motivé le président de la République en décrétant l'état de siège. Félix Tshisekedi s'en va donc à l'assaut des groupes armés. Pour ce faire, écrit La Prospérité, les populations locales sont appelées à coopérer étroitement avec les autorités militaires qui seront déployées en dénonçant l'ennemi du peuple ainsi que toute forme de complicité. La presse, quant à elle, poursuit le quotidien, a été invitée à appuyer l'action des FARDC au Nord Kivu et en Ituri qui, à ce jour, sont les deux provinces visées particulièrement par l'état de siège. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, prenez les grandes articulations à retenir. Le président de la République a décrété le lundi soir l'état de siège. Ces derniers entrent en vigueur le 6 mai 2021. Les habitants des villages Ema et Lendou dans la province de l'Ituri, longtemps en conflit, peuvent désormais vivre ensemble comme un seul homme. Les initiatives de cohabitation ont été rendues possibles grâce à l'implication des locaux. Ainsi prend complètement fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et au revoir.